Bonsoir, je m'appelle Anne-Dauphine Julien et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en direct du grand auditorium du Collège des Bernardins. J'aurai le plaisir de vous retrouver régulièrement pour ce rendez-vous des Mardis des Bernardins avec Adrien Lecoeur. Ce soir, pour cette nouvelle émission, nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur en tant que femme, bien que je sois la seule femme présente sur ce plateau masculin. C'est le thème de la mode et plus précisément de son interaction avec l'art. Avec une question que je vais poser aussi simplement que ça, la mode est-elle une façon ou une contrefaçon de l'art? Si les deux domaines peuvent sembler bien éloignés à l'origine, on observe régulièrement et de plus en plus souvent des interactions. Récemment, en septembre dernier, lors de la Fashion Week à Paris, les défilés ont eu lieu pour une partie au Palais de Tokyo, ont été accueillis à l'École des Beaux-Arts. On se souvient, il y a un peu plus longtemps, de la robe d'Yves Saint-Laurent inspirée de Mondrian, qui était un peintre néerlandais qui était pionnier des arts abstraits. Et hier, pas plus tard qu'hier, a été vendu aux enchères à l'hôtel Drouot 300 pièces du vestiaire, ou plutôt de la collection privée de haute couture de Danielle Luquet de Saint-Germain, qui était une muse d'Yves Saint-Laurent. Ainsi, nous pouvons constater que de plus en plus souvent, le monde de l'art et le monde de la mode vont se rapprocher, vont flirter, vont se séduire, parfois s'unir. Et s'il y a union, il peut y avoir parfois fusion, mais jamais confusion, me semble-t-il. Et c'est toute la question que nous allons aborder ce soir. J'ai le plaisir de recevoir 3 invités. À ma gauche, Jean-Jacques Picard, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller auprès de jeunes créateurs, d'entreprises de mode et de grandes marques dans le domaine de la création, de la communication, du développement et de l'image. Auparavant, vous aviez dirigé et créé une entreprise de relations presse, une maison de relations presse, où vous représentiez de nombreuses marques françaises et étrangères. Oui. Je citerai Thierry Mugler, Cacharel, Hermès ou Kenzo, autant de noms qui nous font rêver. Vous avez également lancé Christian Lacroix, avec lequel vous avez créé, avec également le concours de LVMH, la maison de haute couture Christian Lacroix. À vos côtés, Pierre-Alain Chalier, bonsoir. Vous êtes diplômé de l'École du Louvre et de l'Institut d'études supérieures des arts. Vous avez travaillé dans de nombreuses galeries et maisons de vente aux enchères avant de devenir directeur de la maison Arcurial. De sa galerie, du Oui, de la galerie, pardon. De la galerie Arcurial. En 2006, lorsque la galerie Arcurial devient une maison de vente aux enchères, vous fondez votre propre galerie d'art contemporain dans la continuité de cette fameuse galerie Arcurial. À ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Quemin. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'art, notamment de l'art contemporain. Vous êtes également professeur de sociologie de l'art à l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris 8 oui. Et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Par ailleurs, vous avez dirigé à l'Université de Paris-Est un DESS puis un master de gestion des industries du luxe et de la mode. Vous êtes Absolument. Donc en plein au cœur du sujet de cette alliance de la mode et de l'art. Et votre dernier livre, Les stars de l'art contemporain, publié aux éditions du CNRS, sortira jeudi prochain. Donc dans 2 jours, absolument. Voilà, très prochainement. Jean-Jacques Picard, je vais vous poser la première question. Pour bien savoir de quoi nous allons parler ce soir, je voudrais savoir qu'est-ce que la mode? Voilà. Alors, la mode, je crois, est inhérente à la nature humaine. C'est l'art de se parer pour paraître, peut-être d'une manière plus séduisante que celle qu'on croit que les autres avec laquelle les autres vous perçoivent. C'est une manière de vous, à la fois vous raconter, vous mettre en valeur, séduire, ou en tout cas obtenir une harmonie d'échange avec les autres. C'est pas simplement pour être plus beau, pour être plus belle que la mode existe. C'est pour nous permettre d'exprimer qui nous sommes, qui nous croyons être en tout cas, et autoriser la perception la plus juste de qui nous sommes, qui nous voudrions, en tout cas que les autres nous perçoivent, et les aider à nous percevoir correctement. C'est au-delà du paraître. C'est une manière de servir l'être, en fait, dans le paraître. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je préfère cette définition qui parle directement à l'humain. Et du monde de la mode, vous aviez eu cette jolie définition qui était un coup de foudre entre un cintre et une cliente. Alors, finalement, c'est une affaire de cœur, la mode, entre le créateur ou... Je me suis toujours efforcé de, évidemment, respecter la fragilité des créateurs qui, par moments, sont effectivement des cousins d'artistes,
mais ne jamais perdre de vue que la mode est un métier de commerce et que, plus que pour les artistes, ce que nos créateurs doivent obtenir, c'est le désir de s'approprier une de leurs créations, mais avec une immédiateté, puisque la robe, la plus belle robe qui existe, qui a pu être dessinée, si elle n'est pas achetée pour la saison dans laquelle elle a été prévue, est une robe qui se fane comme une fleur. Alors elle peut intéresser des spécialistes de vintage, des musées de la mode, elle peut même amuser une jeune fille qui retrouve une robe dans les malles de sa grand-mère, mais elle n'aura, en tout cas, c'est une résurrection, mais elle n'est plus comme elle a été conçue. Il y a quelque chose de très fragile dans l'art de la mode. Cette temporalité de la mode par rapport à l'art. Quand on parle de mode ici, pour l'aborder sous l'angle de l'art, de quelle mode parle-t-on? Entre la haute couture et le prêt-à-porter, quelle mode peut se permettre de flirter avec l'art, ou en tout cas de s'en approcher? J'aimerais pouvoir dire qu'il n'y a que le luxe qui autorise l'art. Mais ça dépend du rapport que les marques, que les créateurs vont avoir avec la mode et l'art. L'art peut être une inspiration. Un tableau, un film, un livre, une photo peut inspirer un créateur et lui donner une vision de ce qu'il va proposer aux consommateurs dans quelques mois. Et puis il y a aussi, alors là j'ai toujours été, je suis moins convaincu par cette relation. Par exemple, je sais que c'est historique et somptueux, les robes inspirées de tableaux célèbres, comment j'allais dire, je cherche un mot pas trop péjoratif, réinterprétées par le génie de Saint-Laurent en forme de veste brodée par le très talentueux brodeur Le Sage à l'époque, toutes ces vestes brodées inspirées de Van Gogh, de Monet ou la robe de Mondrian. Pour moi, c'est une relation un peu incestueuse qui n'a de légitimité et d'alibi qu'une manière de susciter une émotion. Heureusement que dans ces collections-là, la majorité des vêtements de la collection n'étaient pas des inspirations de tableaux. Mais elles ont pu peut-être prendre par la main la femme et lui dire, pour aimer ma collection d'été, pour aimer ma collection d'hiver, commencez par regarder ce qui m'a inspiré. C'est peut-être une manière de les amener à mieux comprendre, pour être mieux touchés et avoir plus envie d'acheter. Alain Quemin, je vais me tourner vers vous pour savoir qu'est-ce qui aujourd'hui va définir l'art contemporain? Est-ce que toute création artistique aujourd'hui peut être considérée comme de l'art contemporain? Alors clairement non, il y a bien entendu un critère chronologique. Il y a des débats, donc les gens de musée vont davantage considérer que l'art contemporain débute à partir de 1945, les historiens d'art, pardon, à partir de 1945, les gens de musée, les gens des institutions vont considérer que c'est plutôt 1969-1970, et puis il y a après donc des exceptions, par exemple pour ce qui est de Marcel Duchamp, tout le monde l'inclut dans l'art contemporain alors que ses principales créations datent des années 1910, et tout ce qui est créé aujourd'hui n'est pas de l'art contemporain pour autant. Donc au final, si on veut véritablement dire ce qu'est l'art contemporain, c'est ce qui est accepté, admis comme tel, labellisé comme tel par les académies informelles, donc par tous les acteurs qui vont contribuer à accepter quelqu'un comme étant un artiste contemporain et à accepter un travail comme étant proprement contemporain. Il n'y a pas de définition simple, et c'est pour ça, quand on est soi-même membre du monde de l'art contemporain, on passe son temps à évaluer, à échanger de l'information, à essayer de comprendre ce qui fait véritablement la qualité artistique d'une œuvre, et au-delà de ce facteur de la qualité artistique, ce qui en fait véritablement la contemporanéité. Mais il n'y a absolument rien d'évident, et véritablement, ce sont des conventions qui vont être déterminantes. D'accord. Pierre-Alain Chalier, vous avez donc une galerie d'art contemporain. Oui. Est-ce que vous envisagez d'exposer un jour des robes ou des accessoires de haute couture? Non, je ne crois pas que ce soit ma place, mais pour autant, c'est là que le débat est sur un fil qui est délicat, parce qu'effectivement, pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé au musée d'art moderne et on m'a proposé un billet couplé avec le musée de la mode, en m'expliquant que dans l'exposition d'Azzedine Alaïa, grand créateur de mode, il y a non seulement une belle rétrospective au musée de la mode au Palais Galliera qui est en face, mais il y a aussi une installation de ce... Est-ce qu'on doit dire créateur? En face, c'est un couturier, mais il est aussi au musée d'art moderne en même temps, en tant que
couturier, mais dans un musée où il se trouve donc entre Dufy et Sonia Delaunay. Alors, on peut se poser cette question, et en même temps, quand on regarde, je me disais finalement, ça correspond tout à fait au débat que nous aurons la semaine prochaine, et en même temps, je me disais, il y a ici Robert et Sonia Delaunay, et puis Sonia Delaunay était une des premières très tôt, donc là une artiste, une peintre, mais qui a imaginé des projets pour des tissus, pour des textiles, qui étaient pour certains destinés à la mode. Elle a aussi imaginé des costumes pour le théâtre, comme l'ont fait quelques grands artistes, à commencer par Picasso au XXe siècle. Donc il y a toujours eu comme ça une sorte d'enchevêtrement des disciplines, mais pour autant, effectivement, pour répondre complètement à votre question, au jour d'aujourd'hui, je n'envisage pas d'exposer une robe, considérant que ça peut être sublime, que ça peut être même de l'ordre de l'émotion, donc en ça peut rejoindre l'art, mais pour autant, je ne suis pas persuadé qu'on soit dans l'art, mais dans effectivement un dessin, un savoir-faire, mais l'art est encore autre chose, je pense. Et dans l'exemple qui était donné d'Azzedine Alaïa, il me semble qu'il est particulièrement intéressant dans la mesure où il possède une formation non pas dans une école d'art appliquée, comme on pourrait l'attendre de la plupart des couturiers, des créateurs, mais il possède une formation en école des beaux-arts. Il a été donc formé à la sculpture à l'école des beaux-arts de Tunis avant de se tourner vers donc la création dans le secteur du textile. Donc on voit là encore que les passages entre les arts appliqués et les beaux-arts traditionnels sont des passages qui existent et qui peuvent particulièrement faire sens. Et quand on voit les robes, les créations d'Azzedine Alaïa, la dimension sculpturale est tout à fait spectaculaire. Parce qu'Azzedine Alaïa est inspiré pas par l'art, lui, il est inspiré par le corps. Et la sculpture, c'est d'abord un corps. Masculin ou féminin, mais c'est d'abord un corps. Et il habille un corps. J'avais envie de revenir vers vous, Pierre-Alain Chalier, pour vous demander quelle est la fonction et quel est le but de l'art. Est-ce que l'art a pour vocation d'être unique ? L'unicité de l'art, c'est pas une nécessité. Je dirais que c'est d'abord c'est de l'ordre de l'émotion. C'est-à-dire que là où ça va être un des moyens, un des critères, c'est qu'effectivement, on a parfois une tendance à confondre, par exemple, l'art et la décoration. De considérer que ça va d'abord devoir coller à un intérieur, à ce qu'un tableau... Alors, on vit avec l'art, donc effectivement... Pour des collectionneurs, la question peut se poser, mais l'art doit pour moi être avant tout quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, qui peut déranger, qui peut être extrêmement parfois choquant, parfois... Ce qui n'est pas exactement la dimension, là encore, de la mode, qui justement doit séduire. Comme vous le disiez, dans la mode, il y a aussi une logique... Combien d'artistes on connaît qui ont choqué, qui ont déçu, qui ont provoqué parfois des scandales, encore aujourd'hui, quoi qu'on en pense, et qui donc ont été un petit peu rejetés, qui ne sont pas rentrés immédiatement dans ce marché, en fait. Et petit à petit, parfois certains y sont rentrés parce que les esprits ont été modifiés par une certaine vision de l'art. Dans la mode, je pense qu'effectivement, on a une logique, une nécessité, une économie qui n'est pas la même. Jean-Jacques Picard, on a surtout un impératif de commerce. Oui. C'est ça. Une robe qui ne se vend pas, alors une saison, ça passe, 2 saisons, ça passe déjà moins, et puis ça fait faillite, quoi. Donc c'est un artiste, je sais qu'aussi les artistes doivent vendre, mais il y a moins cette urgence parce qu'il n'y a pas une entreprise avec des dizaines et parfois des centaines d'employés dont le devenir, dont la vie dépend des ventes des vêtements. Donc voir de loin ou de haut cette impérieuse nécessité du commerce est une erreur fondamentale de la part des couturiers. Alors, vous parliez de provocation. Alors, il est courant de voir sur les podiums des choses qui sont choquantes, provocantes, qui sont essentiellement là pour attirer les médias, pour faire du buzz, surtout maintenant avec l'Internet, c'est devenu planétaire, mais il ne faut jamais oublier que ce spectacle des podiums est essentiellement destiné à attirer l'attention d'une population de professionnels blasés, et que parfois il faut mettre un peu trop de piment pour que le plat soit relevé. Mais quand les professionnels iront dans les showrooms commerciaux, on trouvera des choses beaucoup moins choquantes et beaucoup plus faciles à s'approprier. La mode a sans cesse besoin de se renouveler pour séduire ou pour attirer l'attention. Sans changement, il n'y a pas de mode. Hein. Sans changement, la mode, c'est la vie. Chacun d'entre nous, même si volontairement on ne veut pas jouer le jeu de la mode, on y est quand même sensible, plus ou moins inconsciemment. Et si la mode ne change pas, la mode échappe, ne colle plus à l'air du temps, et vous êtes donc démodé. Vous savez, on rencontre souvent dans les autobus ou dans la rue
ces femmes qui sont habillées comme en 1956 ou comme en 1964, le cheveu, le maquillage, la chaussure, le vêtement. Et c'était une manière de stopper le temps et probablement l'âge qui arrive, parce que c'était l'année, comme par hasard, où elles ont été la plus belles. C'est l'année où elles ont rencontré l'amour de leur vie. Et alors, il y a comme une espèce de temps de pause, comme ça, et elles ont échappé à l'ère du temps, donc elles ne sont plus du tout dans leur époque, elles sont restées. Et la manière de leur habiller raconte ce temps de pause. Mais on dit souvent que dans la mode, au-delà de l'art qui peut s'inspirer de courants passés, que dans la mode, on assiste à un éternel recommencement. Je lisais récemment qu'on revenait un peu à la mode justement des années 50. Oui, mais c'est un faux renouvellement. C'est un faux renouvellement parce que si on compare ce qui a l'air d'être quelque chose de déjà vu avec ce qui a existé, ce qui a été l'inspiration, ce n'est jamais la même manière dont les choses sont portées. Le dessous peut devenir un dessus. Les proportions et la longueur évoluent. L'accessoirisation évolue. Ce qui se portait avec, je ne sais pas, un manteau peut se porter aujourd'hui avec un déshabillé encore plus léger que la robe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'usage et la réinterprétation de ce qui a existé qui donne son actualité à une idée déjà vue. C'est toujours un faux changement en réalité. Et je vais dire, c'est pas très gentil, mais je le dis quand même parce que je le pense. Je commence à capter qu'une professionnelle du métier commence à vieillir quand, en sortant des défilés, elle dit « Dis donc, Jean-Jacques, tu trouves pas que ça, on a déjà vu ça hein, on a déjà vu, tu te souviens bien en 1900 ?» Je dis « Mon Dieu, ça y est, ça veut dire que cette personne a un peu perdu le sens du moment. » C'est vrai qu'on a peut-être vu, mais on ne l'a pas vu comme ça. C'est pas vrai qu'on l'a vu comme ça. C'est dans sa nostalgie qu'elle le ressent comme déjà vu. C'est une illusion, en fait. Alain Quemin ? Oui, pour définir les choses de façon très, très classique, on considère en sociologie que la mode est une transformation à tendance cyclique du goût collectif. Et donc, il y a effectivement ces grands cycles qui reviennent, mais pour qu'ils soient acceptables, à chaque fois, on est obligé de les adapter au goût, le regard change. On les réinvente complètement. On voit bien que si on reprenait de façon littérale la mode des années 70 ou la mode des années 80, ça ne collerait pas, ça ne conviendrait pas. On aurait l'air extrêmement excentrique, on aurait l'air complètement déplacé. Et pour autant, on retrouve certaines tendances qui font référence à la mode des années 50, 60, 70, 80. Mais on voit bien également le regard sur le corps a changé, le regard sur les physiques a changé. Et le vêtement également est perçu de façon différente. Donc il y a des grandes récurrences qui reviennent constamment avec ces cycles justement, mais toujours réinterprétés par rapport à notre regard d'une époque donnée. On voit aujourd'hui donc, de plus en plus souvent ces accointances entre le monde de la mode et de l'art qui s'invitent l'un dans les musées, l'autre dans les boutiques. Quel est l'intérêt de l'art à se rapprocher de la mode, Alain Quemin ? Un intérêt financier tout d'abord, car la mode, le secteur du luxe, et je crois que Jean-Jacques Picard a tout à fait raison d'insister sur cette dimension très prosaïque, est un secteur qui est très rémunérateur. Donc, par exemple, toutes les galeries d'art à Paris, pour peu qu'elles puissent se le permettre, qu'elles aient des locaux suffisamment attractifs, les louent très régulièrement pour les Fashion Weeks parisiennes. Et on dit très souvent que le fait de louer donc, leurs espaces pendant quelques semaines de l'année peuvent, pour certaines d'entre elles, payer leur loyer sur la totalité de l'année. Donc, ça donne quand même une idée de l'importance économique du secteur de la mode qui va venir, d'une certaine façon, subventionner le secteur de l'art. Également, on sait que de grands artistes comme Takashi Murakami ont entrepris des collaborations de longue date avec des marques comme Louis Vuitton pour des raisons bien entendu financières, pour toucher également un public plus large. Cela peut servir également leur notoriété et pour les marques bien entendu avoir le soutien, la caution morale d'artistes et en particulier de grands artistes contemporains est une source de valeur, de croyance en la qualité de la marque, de prestige absolument essentielle. Donc on voit que c'est un mariage gagnant-gagnant, aussi bien les marques de mode de luxe en particulier et le monde de l'art bénéficient donc de ces fréquentations qui sont souvent des fréquentations extrêmement intimes. Ce sont des mariages d'intérêt commun et c'est pour ça que ce sont des mariages qui durent comme tous les vrais mariages d'intérêt. Alors vous disiez en même temps que que la mode dans certains cas subventionne l'art contemporain parce qu'effectivement il existe un certain nombre de galeries qui sont louées pendant les Fashion Week. Bon, c'est une chose qui existe en effet. Je pense que c'est un peu dans les deux sens, dans la mesure où là où effectivement c'est effectivement gagnant-gagnant, c'est aussi que pour
parfois justifier le prix d'une robe ou d'une tenue, quelle qu'elle soit dans la mode, on est amené à la rapprocher d'une œuvre d'art, parce que pour l'œuvre d'art, il n'y a pas de prix, là où pour la plupart des objets courants, il y a un prix. C'est-à-dire que j'ai le souvenir d'un artiste qui avait fait une pièce qui avait la forme d'une lampe. C'était une sculpture en bronze, en feuilles d'or, etc. Donc pour moi, c'était de l'ordre de la sculpture, mais il se trouve que cet objet avait la forme volontairement d'une lampe en 2 éléments qui s'ouvraient. Il l'avait appelée lampe, et tout le monde me disait « mais cet objet, c'est très cher pour une lampe ». Le jour où ça s'est appelé sculpture, parce qu'on a changé son titre, on l'a vendu sans aucun problème. Et comme c'est un objet effectivement un petit peu précieux et complexe à réaliser, il était coûteux. Et donc, pour une sculpture, on n'a pas de prix. Pour une lampe, on a un prix. Je prends cet exemple parce que c'est celui que je connais, mais j'imagine que dans la mode, il y a un petit peu quelque chose de sens. Dire, c'est cher pour un pantalon ou c'est cher pour une veste. Mais en fait, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Voilà. Et donc, cette valeur ajoutée, l'art peut parfois cautionner un petit peu de ce prix. Et le fait de mêler l'art sous diverses formes, y compris en faisant des éditions limitées avec parfois les excès que ça peut avoir, parce qu'aujourd'hui, on limite tout. On limite des paquets de biscuits ou on limite des... effectivement, dans le prêt-à-porter aussi, on aime bien cette idée d'édition limitée. Au départ, c'était quelque chose qui a été nécessaire dans le monde de l'art pour considérer qu'effectivement, si on n'avait pas une œuvre unique, elle pouvait être un certain nombre d'exemplaires, mais limitée, numérotée, signée, etc. Et là aussi... l'édition limitée permet parfois justement de justifier un prix, même si dans le domaine de la mode, il est beaucoup moins limité. Ça peut être à des milliers, voire des millions d'exemplaires. Parce que l'édition limitée sous-entend que tout le monde ne l'aura pas. Exactement. Donc ça donne évidemment un attrait supplémentaire aux vêtements vendus, puisqu'on se dit on sera plus 5000 à porter le même manteau ou la même robe, on sera peut-être que 500. Voilà. Dans le monde, j'ai très peu de chances d'en rencontrer une qui portera le même. Et dans l'art, qui est quand même tenu par, comme vous disiez, cette impérieuse nécessité du commerce, on assiste à ce qu'on peut appeler l'original multiple également. On sort de l'œuvre d'art unique pour une reproduction à l'identique qui permet aussi quand même de démocratiser cet art et de l'ouvrir au plus grand, un plus grand nombre qui reste encore limité. En ça peut rejoindre effectivement là aussi des habitudes de la mode. C'est qu'en effet, c'est un domaine que je connais bien pour avoir, comme vous le disiez, repris l'activité de l'ancienne galerie Arcurial qui avait été fondée dans les années 70. Donc il faut imaginer une époque d'ouverture de centres d'art, d'une volonté de démocratisation de l'art contemporain. C'est aussi l'époque où on avait même certains spécialistes qui avaient proposé d'acheter dans les prix uniques à l'époque des estampes modernes ou contemporaines, parce qu'elles étaient contemporaines à ce moment-là, qui étaient réalisées par des artistes de renom et qui étaient à des prix accessibles. Alors effectivement, le phénomène de l'édition limitée ou du multiple pourrait ressembler, comme j'imagine vous le sous-entendez, une sorte de prêt-à-porter de l'art en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a l'unique qui parfois devient très cher parce qu'il est rare par définition, parce qu'il est inaccessible ou parce qu'il a atteint un caractère assez muséal. On le voit sous une vitrine, on le voit avec un cordon, donc il n'est pas accessible à chacun, ou on entend parler de quelques records parce que certains artistes atteignent des prix qui ne sont plus accessibles à la plupart des personnes qui regardent cet art, même s'ils l'aiment beaucoup, ils ne peuvent pas se l'offrir. Et le multiple peut permettre dans certains cas, soit s'il s'agit de multiples papiers, c'est-à-dire de toutes les techniques d'estampe, de lithographie, de gravure et autres, pour une diffusion un peu plus large de l'art, mais aussi pour une question d'accessibilité financière, soit au travers d'objets. J'ai par exemple dans ma galerie un petit objet qui est toujours un best-seller étonnant, c'est-à-dire que c'est Jeff Koons qui s'était amusé il y a quelques années à l'occasion de l'exposition de son fameux Split Rocker, qui est cette sculpture couverte de fleurs qui était dans le parc de Versailles pour la première grande exposition de cet artiste à Versailles. Et auparavant, cette pièce-là a été montrée en Avignon. Il avait fait une petite édition qui était passée un petit peu inaperçue à ce moment-là, qui n'était pas limitée, pour le coup, qui n'était pas numérotée, mais c'était Jeff Koons, donc quelqu'un qui est devenu vraiment aujourd'hui une star mondiale où tout un chacun dans la rue, partout, reconnaît une pièce de Jeff Koons. Alors, quand on propose à 200 € une petite pièce de Jeff Koons, quand on sait que c'est aussi l'artiste réputé le plus cher du monde, encore que ça peut dépendre des débats, mais un de ceux en tout cas... Vous pouvez nous rappeler le prix
d'achat en vente aux enchères de l'œuvre. Je crois que la pièce la plus chère de Jeff Koons a dû faire 26 ou 27 millions de dollars, quelque chose comme ça. Alors Christie's va mettre en vente au mois de novembre l'un des Balloon Dogs, l'une de ces immenses sculptures qui imitent les ballons d'enfants, pour une estimation probable de 50 millions de dollars. Et on peut escompter que cette sculpture atteindra peut-être 60, 70, qui sait, éventuellement 80 millions de dollars. Voilà, ce qui était le prix d'un Giacometti récemment. Donc, tout prend des proportions très rapides, etc. Et donc c'est vrai que proposer une pièce à un prix beaucoup plus abordable est assez amusant et intéressant. C'est que il faut reconnaître que parfois il y a un effet qui se rapprocherait un petit peu de celui de la mode, qui donne du rêve. C'est que c'est vrai que certains de ces artistes ont su utiliser ce qui est finalement le monde tout simplement d'aujourd'hui, celui effectivement aussi des apparences parfois, et dans une certaine frange de l'art contemporain, même si ça reste une frange infime, il existe une sorte de fierté à avoir dit tiens, j'ai acheté un Jeff Koons cet après-midi. Alors les gens s'amusent de cette farce en quelque sorte en me disant tiens oui voilà, je t'offre un Jeff Koons. Donc ça devient un petit peu comme un Picasso qui est devenu une espèce de nom en fait presque commun. Et peut-être qu'on y rejoint un petit peu là-dedans ce que peut-être le parfum a pu apporter à la mode à un moment donné, où on achète une part de rêve. On ne peut pas forcément s'offrir une robe de haute couture, mais tout un chacun, selon ses moyens, en faisant des efforts ou pas, mais va pouvoir s'offrir un flacon d'un parfum ou un rouge à lèvres, ou effectivement, ou un petit accessoire. Oui, la haute couture a elle aussi intérêt à développer comme ça l'accessoire, enfin en tout cas pour rendre accessible le rêve, et pourquoi pas aussi... Je crains, je ne sais même pas que je crains, je crois qu'elle n'a pas eu de choix. La haute couture correspondait à une certaine manière de vivre qui est devenue complètement obsolète. Aucune femme, même très riche, ne va attendre 3 mois la livraison d'une robe brodée. On est dans un monde beaucoup plus rapide, un monde de l'immédiateté. L'émotion ressentie devant une très jolie robe, au point de créer le désir de se l'approprier, sous-entend la rapidité de l'appropriation. Et puis il y a aussi toutes les contraintes financière, j'allais dire, de la vie. Et la mode n'est plus, ça pour un très petit pourcentage de femmes, quelque chose de si important. Il faut aussi remettre les choses. Donc la haute couture, les maisons de haute couture, pour continuer à exister, se sont intéressées au prêt-à-porter, se sont intéressées aux accessoires, se sont intéressées aux parfums, aux cosmétiques, maintenant de plus en plus aux arts de la maison, de la décoration, et ils posent leur nom sur beaucoup de produits, à condition évidemment que la qualité de ces produits en termes de créativité, d'attractivité soit en cohérence avec leur valeur, la valeur de la marque évidemment. Il faut qu'il y ait une cohérence, mais il y a aussi eu une forme de cardinisation de tous ces produits. Donc, mais voilà, aujourd'hui, on est un peu plus sensible quand même. Est-ce que vous notez une évolution de la clientèle de la mode, la clientèle du luxe? Mais nous sommes tous des clients de la mode. Alors, au-delà du rouge à lèvres et oui, du non, parfum, mais en dehors de la haute couture. Alors, spécialement les jeunes générations, moi, j'appartiens à une génération qui a fait les barricades, évidemment, en 68, mais qui a aussi, j'en suis presque plus fier, je dois avouer, qui a aussi contribué à la libération des diktats des couturiers. Quand j'étais jeune, ma mère et ses amis disaient « Bon, alors c'est quoi la mode de l'été prochain ?» Aujourd'hui, aucune femme ne dit « Qu'est-ce que c'est la mode de l'été prochain ?» À la limite, on peut dire « Quelle tendance va colorier l'été prochain ?» Mais chacun de nous sommes devenus un peu nos propres stylistes. Et les magazines féminins dans les années 60 et 70 ont quand même terriblement libéré la femme des diktats des couturiers. Et aujourd'hui, on ne s'habille plus comme certains couturiers le veulent, mais on s'habille avec ce qui nous va. On a remplacé les tendances de mode, on l'a remplacé par une harmonie. Et aujourd'hui, avec Internet, si vous regardez, quand je regarde les jeunes autour de moi, ils achètent beaucoup sur le e-commerce, ils sont surinformés. Il y a cette mode aujourd'hui des street hunters, le style hunter. On photographie dans la rue. Dès qu'on voit quelqu'un dont le look vous séduit un peu, on la prend en photo, Instagram et compagnie. Non, aujourd'hui, et alors finalement, nous, les marques de mode, nous proposons, comme au Club Méditerranée, c'est un immense buffet
avec des légumes pour ceux qui sont végétariens, de la viande rouge pour ceux qui aiment ça, des graines pour ceux qui sont plutôt bio. Et puis selon votre propre personnalité, vous picorez sur ce grand buffet ce qui va correspondre à votre manière de vous nourrir. La mode, c'est pareil. Aujourd'hui, ce qu'on présente pendant les Fashion Week, c'est un immense buffet où chacun d'entre nous va pouvoir s'approprier des choses qui ont su le séduire et se faire son propre look. C'est une liberté absolue. Alain Quemin. Oui, toute la magie des marques de luxe, qu'il s'agisse en particulier des marques de mode ou d'autres secteurs, mais surtout pour les marques de mode, c'est d'investir le secteur du mass market, qui est effectivement le secteur le plus rémunérateur, avec parfois un pricing, une façon de fixer les prix qui va être extrêmement ambitieuse, des produits qui coûtent extrêmement peu cher à produire, mais sur lesquels on va réaliser des marges beaucoup plus élevées que dans les autres secteurs du mass market, tout en préservant l'illusion de l'exclusivité, de l'exclusion. Et ça, c'est la magie, effectivement, des marques de luxe. Et c'est pour ça qu'elles dépensent autant pour cultiver leur image de marque, pour cultiver cette image d'excellence, cette image de rareté qui, de facto, n'existe pas quand on voit effectivement que tout le monde, pratiquement, peut accéder à un tube de rouge à lèvres, peut accéder donc à un pinceau à maquillage, accéder à un parfum. Mais pour autant, il faut vraiment que l'image de rareté soit entretenue, et c'est pour ça que le secteur de la haute couture continue à être vital pour ces marques-là, parce que c'est lui qui ensuite va rendre désirable, va rendre apparemment exclusifs les produits qui seront proposés à un très large public sur lesquels les gains seront extrêmement importants. Pierre Alain Chalier, est-ce que vous avez remarqué une évolution? Est-ce que vous notez une évolution de cette clientèle de l'art contemporain, qui a accès à l'art contemporain? Bien sûr, elle évolue. Alors moi, je suis plus partagé justement sur ce que vous venez de dire, parce qu'à la fois, je trouve ça très positif de se dire que, pardonnez-moi, mais juste pour revenir sur ce qui était dit un tout petit peu précédemment, on a plus de liberté, moins de diktats de la mode, et en même temps, ces grandes enseignes de mode dont vous parliez, qu'elles soient d'ailleurs du plus haut de gamme au plus bas de gamme, sont quand même très mondiales, avec des pouvoirs et une force de frappe à l'échelle mondiale extrêmement impressionnante. Alors je ne sais pas jusqu'où, au contraire, parfois ça uniformise à une échelle mondiale une mode un peu similaire un petit peu partout, mais il se passe un phénomène proche en matière d'art aussi, où effectivement il y a une telle communication que aujourd'hui, notamment via Internet, tout le monde voit virtuellement, mais voit quand même un petit peu de ce qu'est une exposition en Asie, aux États-Unis ou en France, et que ces artistes ont des carrières internationales. Donc, on a tendance à avoir des artistes, comme à une époque, il y avait des seconds couteaux, il y a aussi des artistes qui font à la façon d'eux quelque chose qui a l'air de plaire. Le nombre d'artistes qui se sont inspirés de Damien Hirst, par exemple, qui est l'auteur de ce fameux, par exemple, Crâne au diamant qui a fait le tour du monde, le nombre d'artistes qui, du coup, se sont mis à travailler sur les thèmes de la vanité, qui n'étaient certes pas nouveaux, mais qui ont fait des choses qui étaient très approchantes de l'univers de Hirst parce que ça battait des records de prix, donc ça faisait rêver, donc c'était commercialement quelque chose qui était intéressant. Voilà, donc c'est un peu à double tranchant, je dirais. Voilà, mais des seconds couteaux, on en a beaucoup dans la mode. Aussi. C'est un terme péjoratif pour vous, ce second couteau? Non, oui, péjoratif. Moi, je vais les appeler des suiveurs plutôt. Il y en a un qui a l'idée et les autres qui récupèrent l'idée. Et justement, donc je ne voulais pas éluder votre question plus précisément, mais c'est vrai que la clientèle de l'art contemporain évolue. Moi-même, en n'étant pas très âgé, j'ai l'impression d'être déjà un dinosaure entre ce que j'ai pu connaître et ce que je vois aujourd'hui. Il y a une rapidité, il y a une volonté, une immédiateté là aussi. On n'attend pas forcément, les gens n'ont plus envie d'attendre effectivement la production de la prochaine exposition. Donc il y a une espèce d'abord il y a de frénésie, oui. D'abord il y a davantage d'artistes, ou en tout cas ils sont davantage visibles, il y a davantage de galeries, et c'est vrai aussi qu'il y a aussi davantage, sinon de collectionneurs, en tout cas d'amateurs, d'acquéreurs potentiels, que ce qui était réservé à une sorte d'élite en quelque sorte, notamment qui était une élite intellectuelle, n'est plus forcément une élite intellectuelle, c'est davantage aujourd'hui une élite liée à l'argent, malheureusement. Alors je dis malheureusement dans le sens où c'est dommage que si ce n'est que le seul critère. Il y a toujours eu des grands collectionneurs qui pouvaient s'offrir des pièces d'exception, et puis d'autres plus modestes qui ne pouvaient pas forcément se les offrir, mais qui avaient une forme d'œil pour repérer quelque chose en amont et disons acquérir avec ses yeux, comme on dit, et non pas avec ses oreilles. C'est-à-dire qu'on a une tendance aujourd'hui à être un peu surconseillé, donc on achète ce dont on a entendu parler, ce que l'on a vu, ce qui est un peu labellisé. Les galeries, parfois, pour certaines, sont devenues comme des marques. Il m'arrive d'avoir des collectionneurs, des clients qui viennent et me disent « Ah, j'ai acheté une œuvre formidable un artiste japonais, enfin, je ne sais plus, j'ai acheté chez Perrotin. »
Ils savent plus ce que c'est, mais ils l'ont acheté. Je cite Perrotin, qui je m'entends très bien par ailleurs, mais ça pourrait être, si on parle de la France, ça pourrait être Perrotin, ça pourrait être Europac, ça pourrait être quelques galeries comme ça très, très, très en vue. Mais c'est encore plus vrai si c'est chez Gagosian, qui est devenu le grand galeriste mondial, parce qu'on sait aussi que c'est un peu comme être allé acheter quelque chose chez Chanel, chez Dior ou chez Hermès. Rassure. Ça rassure, absolument. Et c'est aussi une façon de dire, voyez, je suis allé dans un endroit où vous-même, je ne suis pas persuadé que vous puissiez aller. Donc, avoir acheté, et c'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard si même Emmanuel Perrotin se met aussi à avoir un secteur pour des éditions, des multiples aujourd'hui, parce que beaucoup de gens sont heureux de pouvoir acquérir une petite pièce de petit prix dans une galerie renommée. Mais alors, la seule chose qui m'ennuie un petit peu, c'est quand les gens ont oublié de quel artiste il s'agissait, mais ils savent chez qui ils l'ont acheté, donc ça a labellisé, ça a rassuré, ça a conforté que c'est quelqu'un qui ne s'était pas trop trompé jusqu'à présent dans ses choix, et que donc le choix intervient plus par celui qui va être le conseiller que par celui qui fait le choix définitif. De la même façon qu'on sait qu'à un certain niveau, beaucoup de grands collectionneurs aujourd'hui, qu'il s'agisse de collectionneurs privés ou au nom de leur entreprise, sont quand même très influencés par la dizaine de grands conseillers internationaux qui sont un petit peu les mêmes, qui se côtoient, qui sont sur les foires et qui font et défont un petit peu les cotes de certains artistes parce qu'on va les faire acquérir par une collection très visible, notamment si elle rentre dans les collections de LVMH par exemple. La future Fondation Vuitton par exemple est très sollicitée en ce moment parce que beaucoup d'artistes veulent en faire partie, beaucoup de galeries veulent en faire partie aussi parce que ça assoit à un moment donné l'image de quelque chose qui est contemporain, qui est vivant, qui est jeune, qui est dans l'air du temps. Et voilà, de la temporalité a changé et on n'est pas forcément dans une acquisition de long terme, mais dans quelque chose qui, de ce point de vue-là, rejoint une forme de mode en fait. Il y a aussi une mode dans l'art contemporain. Alain Commun ? Pour aller exactement dans le même sens, effectivement, on observe une accélération du rythme dans le secteur de la mode, qu'il s'agisse de la haute couture où on voit de plus en plus de collections rapides, les collections croisières, mais également dans le secteur du prêt-à-porter, qu'il s'agisse de prêt-à-porter de luxe ou de prêt-à-porter plus mass market, avec des nouvelles collections qui vont arriver quasiment en continu dans les magasins, voilà, avec des rythmes absolument incroyables. Certaines marques comme Zara ou H&M en ont fait leur force. Toutes les semaines. Voilà, c'est carrément toutes les semaines. C'est quelque chose qui est vraiment très très frénétique, mais également dans le monde de l'art contemporain en particulier, les rythmes se sont beaucoup accélérés. Donc c'est là où on rejoint encore le thème du débat de ce soir, dans la mesure où il y a encore quelques décennies, voire quelques années, il était normal d'attendre 2 ans pour suivre les différentes expositions consacrées aux artistes. Mais aujourd'hui, les artistes sont montrés pratiquement en continu, puisque les galeries participent de plus en plus aux foires internationales. Les collectionneurs très importants, ou même les collectionneurs importants, font le circuit international des foires, et donc vont suivre la production d'un artiste pratiquement en continu, puisque entre ces expositions qui leur sont consacrées donc de façon individuelle à peu près tous les 2 ans, leur travail peut également être montré pièce par pièce, à Bâle, à Paris, à la FIAC, à Frieze, à Art Basel Miami. Le nombre de foires dans le monde est extrêmement impressionnant, ne serait-ce déjà que pour l'Europe ou que pour le monde occidental. Et donc, on peut suivre presque en temps réel le développement du travail d'un artiste, comme on peut voir effectivement le travail des couturiers de façon beaucoup plus continue qu'on ne le pouvait par le passé. Donc là, on observe vraiment une accélération des calendriers qui est propre au mode de vie contemporain et qui se retrouve dans ces 2 secteurs. Mais est-ce qu'il y a dans l'art ce que nous commençons un tout petit peu à ressentir en réaction, évidemment, à cette rapidité, avec les jeunes générations, le désir de faire les choses beaucoup plus lentement, de ne pas suivre ce système si rapide, d'abord parce qu'ils n'en ont pas souvent les moyens, comme les grandes marques, et les jeunes créateurs qui se lancent, là, depuis à peu près 3-5 ans, essayent d'échapper à ce rythme en se mettant un petit peu en retrait et en se faisant un peu plus rares. Et c'est étrange parce qu'à ce moment-là, ils retrouvent un peu ce qui a toujours été la volonté d'Azdine Alaya, qui est de produire ses collections à son rythme et de ne pas obéir au calendrier des Fashion Week, ce qui fait qu'il n'a jamais participé à aucune des Fashion Week depuis quelques décennies et que ça lui a fait beaucoup de bien. Et de la jeune génération, aujourd'hui, est un peu en train de dire « Oh là là, moi je peux pas sortir, je suis tout seul, je débute, j'ai pas d'équipe, je peux pas... non, tant pis, il faudra revenir, je suis pas prêt. »
Vous voyez, il y a une forme de réaction comme ça. Mais je crois que l'imposition de ce rythme très frénétique est également une stratégie un peu mise en place par ceux qui occupent les positions les plus enviables aujourd'hui et qui imposent un ticket d'entrée extrêmement fort aux jeunes qui essayent justement de se faire repérer, de se faire remarquer. Et donc, eux n'ont guère d'autre possibilité que de dénoncer un système qui est extrêmement exclusif pour eux parce qu'il est extrêmement frénétique, il est extrêmement demandeur donc de main-d'œuvre, extrêmement demandeur de structure pour organiser une logistique qui devient extrêmement lourde. Mais la vie est bien faite, vous voyez. Quand une jeune fille n'a pas les moyens d'aller chez l'esthéticienne et le coiffeur comme ses aînés, et ben, comme par hasard, sa peau a quand même naturellement une plus jolie lumière que celle de sa maman, quoi. Donc, vous êtes un grand optimiste. Oui, absolument. Ce temps, justement, cette temporalité est certainement l'un des points vraiment de différence entre la mode et l'art. Vous parliez tout à l'heure d'une robe qui n'est pas vendue, qui est une robe qui se fane en une collection. Est-ce qu'on peut imaginer un recyclage d'une œuvre d'art, d'une robe, ou au contraire, bien sûr, non, heureusement qu'il y a des recyclages, mais c'est forcément un recyclage. Et c'est considéré comme tel. Ah oui, on ne peut pas... je ne sais pas comment vous expliquer, quelque chose qui a été prévu pour cet hiver 2013, si ça reste sur les cintres de la boutique, ça va devenir une solde. Alors moins 30, moins 50, moins 70. Puis après, ça va partir chez les soldeurs. Et puis si le soldeur n'arrive pas à s'en débarrasser, ben, ça va être cuit, bouilli, je ne sais pas quoi. Ça devient du feutre. Voilà. Et quand la robe est exceptionnelle, passera peut-être un spécialiste en antiquité de mode qui dira « Oh là là, celle-là, je la prends, je la garde et puis je la ressortirai. Et c'est peut-être justement l'une des différences avec l'art. Je m'adresse à vous, Pierre-Alain Chalier. C'est que justement, une œuvre d'art peut prendre de la valeur avec le temps. Au contraire, même certains de mes aînés confrères considèrent qu'effectivement, si vous voulez gagner votre vie, vendez, mais si vous voulez faire fortune, surtout ne vendez rien. Alors effectivement, la difficulté... Ça, c'est interdit en mode. Voilà, c'est l'un des points de... Donc la grande difficulté, c'est ça, c'est qu'au contraire, si a priori on a choisi des artistes qui vont demeurer dans le temps, à la fois il faut quand même évidemment promouvoir et vendre leur travail parce qu'il faut qu'il y ait une diffusion, il faut qu'il y ait une visibilité. Mais c'est vrai que lorsque on croit vraiment dans un artiste et que dans nos métiers on peut conserver des pièces et ne pas tout vendre parce que d'abord d'une part on crée cette rareté et que d'autre part la pièce qui valait 10 vaudra peut-être 100 et vaudra peut-être 1000 et ainsi de suite. Le jour où 20 ans plus tard on aura gardé la pièce qu'on avait acquise à un prix d'une époque où elle valait 10 mais où ce jour-là elle vaut 1000, ce jour-là, ça permet d'avoir effectivement une plus-value considérable, mais qui permet de promouvoir les plus jeunes artistes, ceux que l'on a envie d'aider, dont on sait très bien que leurs 2-3 premières expositions vont être faites absolument à perte. Il faut imaginer que c'est un peu différent. C'est en ça que ce sont deux marchés dont on a l'impression qu'ils se côtoient. Alors, il y a quelques stars dans les deux domaines pour qui tout fonctionne très très bien, et puis il y a tout le reste, et c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on est au contraire d'une mode où si, je ne sais pas, les chemises à pois sont à la mode cette année, on va en faire et en refaire parce qu'on sait que ça va être éphémère et que peut-être que dans 1 an et peut-être dans 2 et dans 3 et encore davantage, on ne voudra plus de chemise à pois parce que ce sera marqué d'une époque. Il faut au contraire, entre guillemets, un petit peu inonder ce marché pour répondre à une demande. En matière d'art, on est tout à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va au contraire même freiner un artiste pour éviter qu'il ne prenne un atelier et se fasse trop aider pour produire à tout va, parce qu'au contraire, on casserait complètement ce qui a fait la beauté de son geste et qui a fait cet intérêt de la rareté et qui a justifié d'un certain prix à un moment donné. Et au contraire, quand il n'y en aura plus, c'est parfois dommage. On le voit dans des œuvres notamment multiples, vous disiez tout à l'heure, la photographie par exemple aujourd'hui est plus strictement qu'elle n'était par le passé, limitée, numérotée, etc. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui rêvent encore d'une photographie. Je le vois avec une artiste en ce moment, Kimiko Yoshida. Il y a 2-3 images qui ont fait le tour du monde dans son travail. Elles étaient à 8 exemplaires. Les 8 se sont vendus immédiatement.
D'autres photographies n'ont pas forcément eu ce succès. Mais les 8 exemplaires qui ont eu ce succès fou, on m'a encore appelé 2 fois aujourd'hui pour me demander une photo qui a été faite il y a 15 ans, qu'elle a faite, dont beaucoup de gens dans ce petit milieu rêvent, mais ils ne l'ont pas parce que précisément il n'y en avait que 8. Alors il faut susciter ce rêve parce que justement on ne va pas produire éternellement, ce serait facile, me direz-vous, c'est une photographie, on pourrait refaire un tirage. Mais au contraire, on s'auto-freine, on se limite en fait, on s'empêche de ça parce qu'on sait que précisément c'est ce qui en fera tout l'intérêt dans les années à venir, c'est d'avoir conservé des épreuves éventuellement d'une pièce devenue rare et de ne surtout pas volontairement... Mais ça c'est le galeriste qui parle, parce que vous êtes dans une vraie spéculation commerciale. Pas seulement. Non, non, parce que je pense que ce serait une phase... Non, bien sûr, mais ça serait un peu dévalorisant, disons, ensuite, voilà, de vouloir inonder un marché, je dirais. Dans le domaine de l'art, ce serait mal vu, voilà. Mais par exemple, dans une frontière proche, c'est celle du design, par exemple, quand une pièce fonctionne, on en tire, on en retire, voire même on revient sur du vintage, un peu comme on pourrait un petit peu le voir en mode, mais en matière de design, on va essayer de se rapprocher au plus près je ne sais pas, du siège de Marcel Breuer ou d'un siège d'un créateur parfois beaucoup plus ancien qui a du succès. Ça ne gêne personne finalement qu'il y ait eu l'édition des années 30, l'édition des années 70, puis l'édition d'aujourd'hui. En matière d'art, on ne pourrait pas se permettre ça parce qu'on serait considéré comme quasiment des faussaires. En fait, alors là, vraiment, on aurait affaire à une contrefaçon. Et alors, ce mot est ambigu parce que la contrefaçon est régie par la loi et punie. Enfin, voilà. Donc après, dans le domaine de l'art, on appellerait ça directement une contrefaçon. Là où dans d'autres domaines, comme la mode, rééditer, pourquoi pas demain, la Maison Saint-Laurent voudrait rééditer la robe Mondrian d'une certaine façon. Je suis persuadé que ça amuserait tout le monde, ça aurait beaucoup de succès. Et ça on ne les accuserait pas de faux ou de plagiat. Oui, mais le design, c'est très proche de la mode. Parce que le design est aussi un commerce. Oui. Et, alors qu'a priori, l'art n'est pas assujetti aux lois du commerce. C'est ça la grande différence, il me semble. Oui, bien sûr qu'il faut payer son galerie, ses pinceaux, mais ça n'a pas la même impérieuse nécessité que le design et la mode. Alain Quemin, l'âge de l'artiste compte également dans cette différence de temps, enfin de gestion du temps par rapport au créateur. Énormément. Alors autant dans le domaine de la mode, on voit qu'il est difficile pour les créateurs de s'inscrire très durablement sur une scène, à l'exception quasi notable de Karl Lagerfeld, voilà, qui est vraiment le contre-exemple parfait qui va parler. On voit que souvent la nouveauté, la jeunesse va jouer en la faveur des créateurs, va permettre d'attirer l'attention. Ce qui m'a beaucoup intrigué en m'intéressant de près donc, au monde de l'art contemporain et notamment à ces palmarès d'artistes qui sont extrêmement structurants dans cet univers, c'est que dans les années 1970, un jeune artiste star pouvait avoir 22-23 ans, ce qui aujourd'hui est complètement impensable. Aujourd'hui, un très jeune artiste star a 40-45 ans. Donc il y a une maturité, une maturation. Il y a un cursus honorum qui est imposé aux artistes aujourd'hui pour accéder à la notoriété, pour accéder à la visibilité. Et par ailleurs, les vrais artistes, les plus stars des stars, aujourd'hui, ce sont des artistes qui ont 70, 80, 90 ans. Le monde de l'art contemporain se veut un monde extrêmement ouvert, je crois, se vit véritablement comme un monde très accueillant, mais il a réussi à ériger des barrières qui font qu'aujourd'hui, pour réussir, beaucoup plus que dans les années 70, où il y avait une certaine forme d'accès assez libre, relativement facile, à un niveau de notoriété extrêmement fort, tout cela prend énormément de temps. Et c'est un monde aussi qui est régi en grande partie par les hommes, enfin tenu par les hommes. C'est un monde d'hommes, absolument, qui à chaque fois se vit là encore comme un monde extrêmement ouvert. Mais aujourd'hui, un artiste star, c'est essentiellement un homme. La part des femmes, quand on regarde dans les différents palmarès, dépasse rarement les 20-22%. Et c'est un progrès par rapport au milieu des années 80. Mais il faut bien voir que les années 70, là encore, contrairement à ce que j'aurais pensé spontanément, ont été une période de recul pour les femmes dans le monde de l'art contemporain. C'est comme si, lorsqu'il est apparu, lorsqu'il s'est structuré, le monde de l'art contemporain avait érigé des barrières que les femmes ont eu beaucoup de mal à faire tomber dans un premier temps. C'est le point commun avec la mode. Voilà, absolument. Et là encore, le point commun avec la mode est assez frappant. Malheureusement, c'est un point commun à beaucoup de domaines, je crois. Beaucoup de domaines, on va essayer de lisser ça vers... donc on a noté bien des points communs entre ces deux domaines. Est-ce que Jean-Jacques Picard, vous pourriez dire aujourd'hui si la mode est un art ou pas? Ah non, pour moi c'est... Ou alors
je sais bien qu'on ne doit jamais dire jamais, mais pour moi, l'art, la mode est un art appliqué. Je veux bien que ce soit appliqué. Je vois les créateurs avec qui je travaille qui ont des maux d'estomac terribles, qui se réveillent à 4 heures du matin avec des... Je suppose que les artistes ont ce genre d'affres. Les affres, oui, c'est ça qu'on dit, les souffrances. C'est des souffrances de la création, parce que mes créateurs se demandent si la couleur qu'ils ont choisie, ce rouge qu'ils ont choisi, c'est vraiment le bon. Est-ce qu'on ne devrait pas le prendre un peu plus rose? Enfin bon, et c'est vrai que c'est quelque chose de terriblement douloureux pour eux. Mais même s'ils n'ont pas l'absolue conviction que leur travail est vraiment le définitif, il y a l'échéance d'un calendrier qu'ils ne peuvent pas bouger, puisque la collection doit être prête le 27 juin, et qu'il n'est pas question qu'elle soit prête le 31, ou le 30, parce que le 30 juin, c'est le 27 juin. Donc là, ils sont obligés d'accoucher de leur travail. Et c'est en ça que je crois qu'ils ne seront jamais des artistes, parce qu'il y a ce impérieux rendez-vous avec les calendriers, les échéanciers, qui sont des échéanciers de commerce. C'est parce qu'il faut aller vendre la collection à New York, qu'elle soit prête pour Milan, qu'elle soit prête pour Tokyo, qu'elle aille en Chine, et que si on ne respecte pas ces calendriers, eh ben, le chiffre d'affaires ne sera pas là, et si le chiffre d'affaires n'est pas là, la maison fait faillite. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est en ça que c'est la grande différence fondamentale. Alain Comin, en 2 mots? Entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Jacques Picard. C'est effectivement un art appliqué. C'est un art appliqué qui, dans le cœur des Français et des Françaises, occupe une place particulière. Oui. Le fait qu'il y ait un musée spécifique dédié à la mode parmi les arts appliqués montre bien quand même qu'il a une spécificité, mais pour autant, les contraintes organisationnelles, les contraintes de production qui existent, bien entendu également dans le monde des beaux-arts, dans le monde de l'art contemporain, sont de nature assez différente, et donc un art, mais un art appliqué. Pierre-Alain Chalier, en un mot? Oui, bien sûr qu'il y ait des passerelles, on l'a vu, c'est une bonne chose dans les 2 cas et pour tout le monde. Il faut juste trouver cette limite, en effet. Moi, j'ai le souvenir de cette lettre de Pierre Berger annonçant la publication du catalogue raisonné de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Alors ça, ce sont des mots qu'on emploie en matière d'art. Lorsqu'un artiste est très établi, effectivement, on établit le catalogue raisonné, c'est-à-dire le catalogue exhaustif de tout ce qu'il a réalisé. C'est tout à fait intéressant, mais de là à dire que c'est un des plus grands artistes du XXe siècle, c'est un des plus grands couturiers, c'est certainement indéniable, mais probablement pas un des plus grands artistes. Il s'est inspiré des grands artistes, il en a fait une interprétation sublime, mais voilà, il y a 2 univers différents qui peuvent se côtoyer, très passionnants, mais ne pas être exactement les mêmes. Jean-Jacques Picard, Alain Comin, Pierre-Alain Chalier, je vous remercie d'avoir nourri cette discussion ce soir. Les amateurs d'art contemporain pourront se rendre dès la semaine prochaine à la FIAC. Quant à nous, nous aurons le plaisir de nous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.